Merci. Bon, je pense qu'on attend la note avec impatience. Ça nous aidera à réfléchir par rapport au topic du moment. Pour revenir sur l'économie circulaire, dans un monde où règne le libre échange, l'économie circulaire tente de se faire sa place. Et très d'actualité avec la crise de la Covid-19, la relocalisation des outils de production, la sécurité alimentaire, la production et la consommation locale et durable sont autant de sujets qui sont pertinents chez nous comme ailleurs. Et j'ai deux questions par rapport à ce contexte. Comment faire pour matérialiser le modèle de l'économie circulaire au niveau national et régional et océan Indien, alors que tout a été fait depuis plusieurs années pour enlever les barrières douanières. Donc on a un environnement de libre-échange total. Et la deuxième, dans de nombreux cas, y compris sur l'alimentation, le coût de la production locale est le plus souvent plus cher que l'alternative importée. Alors, dans ce contexte, quelle est la place de la taxe carbone? Quelle pourrait être la place de la taxe carbone afin de trouver des formules pour stimuler la production locale et régionale afin d'accroître notre autonomie alimentaire, réduire les frais d'approvisionnement, la logistique et la pollution qui vient avec. Oui, merci beaucoup. C'est encore deux questions énormes et fondamentales. Donc, je vais essayer de répondre rapidement dans le temps qui nous reste. Sur le premier aspect, j'aurai deux éléments de réponse. Le premier, c'est en tant qu'économiste, ce que je vais vous dire va vous paraître un peu iconoclaste, hein, mais j'ai eu des bonnes discussions, par exemple, avec Pascal Lamy à l'époque où il était le patron de l'OMC là-dessus à Genève. Je ne connais pas de justification analytique convaincante du libre-échange. Alors là, ce que je vous dis est énorme, hein, mais vous savez, on a l'habitude, nous les économistes, de justifier le libre-échange au nom de la théorie des avantages comparatifs de David Ricardo. Donc, vous savez, ce grand économiste anglais du début du 19e siècle, si deux pays ouvrent leurs frontières et échangent mutuellement, en fait, ce sera mutuellement bénéfique parce que chacun des deux se spécialisera dans le secteur dans lequel il a les avantages comparatifs les plus élevés. Sauf que Ricardo lui-même reconnaît dès son traité d'économie politique en 1817 que ceci est vrai à une condition, mais qui pour lui à l'époque est tellement évidente qu'il n'imagine pas une seconde qu'un jour ça se fera. Cette condition, c'est qu'il n'y ait pas mobilité du capital. Parce que si vous avez mobilité du capital et que deux pays ouvrent leurs frontières et que l'un des deux est supérieur à l'autre dans tous les domaines, ben c'est pas compliqué. Le capital de celui qui est moins productif va migrer directement du côté de celui qui est plus productif et c'est tout. Il n'y aura pas de spécialisation internationale entre les pays où chacun visera son avantage comparatif. C'est exactement ce qu'on observe au sein de la zone euro, où, comme vous le savez, le capital grec a tout simplement fui la Grèce, et donc il n'y a pas d'investissement en Grèce, pour aller s'investir en Allemagne, par exemple, où il est beaucoup plus productif. Et donc aujourd'hui, dans les modèles classiques qu'on utilise et que j'enseigne, moi, à l'université, on sait tout ça, c'est-à-dire que s'il y a mobilité du capital, je n'ai plus aucune preuve du fait que la théorie des avantages comparatifs fonctionne. Du coup, à mon avis, une fois qu'on a accepté de réfléchir un tout petit peu honnêtement à ce sujet qui est assez tabou, je dois le reconnaître, hein, ça veut dire qu'on doit être capable de réfléchir raisonnablement entre nous, entre hommes et femmes de bonne volonté, sur la question de savoir s'il ne faut pas renouer avec une forme ou une autre de protectionnisme intelligent si nous voulons continuer d'avoir des industries prospères, voire relocaliser une partie de notre industrie, par exemple à l'île Maurice. Et par exemple, mettre en place une taxe carbone, vous voyez bien que c'est une opération de protectionnisme. Voilà. Alors, la raison pour laquelle, à mon avis, premièrement, donc je ne connais pas de justification analytique convaincante du libre-échange, puis deuxièmement, à mon avis, la grande phase de délocalisation, en particulier en Chine, est terminée, en vérité, de sorte que nous sommes aujourd'hui dans une conjoncture macroéconomique qui est beaucoup plus favorable qu'il y a une quinzaine d'années, à une relocalisation de nos entreprises sur le territoire national, par exemple à Maurice. Pourquoi? Parce que ce qui s'est mis en place dans les années 90, c'est un circuit macroéconomique dans lequel, pour simplifier évidemment, hein, la Chine et dans une moindre mesure l'Inde était devenue la grande fabrique de la planète, la grande usine de la planète. Elle accumulait des excédents commerciaux colossaux par rapport au reste du monde, hein, plusieurs milliers de milliards de dollars, hein, jusqu'à 3 000 milliards en 2007, et elle réinvestissait ces excédents commerciaux non pas dans son pays, donc les Chinois ne voyaient pas la couleur de cet argent, mais dans la sphère financière occidentale, essentiellement à la City et à Wall Street. Comment? Par exemple en rachetant la dette publique américaine. Et puis à partir de 2008-2009, ayant vu la catastrophe du krach financier des subprimes, Pékin a décidé d'arrêter ce jeu de dupes, de ne plus réinvestir et de ne plus financer à crédit les Américains, mais de réinvestir dans son propre territoire domestique.
Et donc, comme vous le savez, Pékin a laissé filer les salaires sur la côte est chinoise, Shanghai, Shenzhen, etc., pour constituer une classe moyenne capable d'absorber le surplus industriel chinois. Et aujourd'hui, la balance commerciale de la Chine avec l'Occident est nulle. Donc, il n'y a plus d'excédent commercial chinois avec l'Occident. La Chine commerce essentiellement aujourd'hui avec les Chinois et le bassin du sud-est asiatique, qui est, comme vous le savez, son arrière-cour, sur lequel, en fait, elle a une domination politique, culturelle, économique majeure. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un certain nombre d'entreprises multinationales qui s'étaient délocalisées en Chine pour profiter des salaires très bas, qui aujourd'hui se délocalisent hors de Chine, en Asie du Sud-Est, au Laos, au Vietnam, au Cambodge, Thaïlande, etc. Et donc, la question qui est posée à la planète entière, c'est, puisque la Chine ne sera plus dans les décennies qui viennent l'usine du monde, est-ce que ça va être l'Asie du Sud-Est? Tout le monde répond, c'est impossible, c'est beaucoup trop petit. Si vous regardez simplement en termes démographiques, c'est une zone trop petite. Et si vous avez compris, comme j'ai essayé de le montrer tout à l'heure, que l'Indonésie, de toutes les manières, est condamnée, ça ne va pas être l'Indonésie non plus. Donc, il faut chercher ailleurs. Et donc, la question qui est posée à beaucoup d'économistes aujourd'hui, c'est quid de l'Afrique et quid de la façade africaine de l'océan Indien? Avec, évidemment, vous savez ça mieux que moi, des success stories au moins apparentes, comme le Rwanda, le Kenya, l'Éthiopie, etc. Alors du coup, c'est là qu'intervient l'énorme question d'une industrialisation de l'Afrique et évidemment au passage, par exemple, de Madagascar, Maurice, etc. Alors là-dedans, il y a beaucoup de débats, donc j'ai pas le temps non plus d'entrer dans le détail de toutes ces discussions-là, mais disons, il y a à mon avis une première illusion à dissiper qui est les investissements pharaoniques de la Chine sur le continent sont-ils les prémices d'une industrialisation de l'Afrique? À titre personnel, je n'y crois pas. Je pense qu'il faut être extrêmement méfiant vis-à-vis de la Chine et de la prise de pouvoir chinoise sur le continent, qui vise, à mon avis, essentiellement, à travers la géopolitique des routes de la soie, à piller le sous-sol africain, récupérer des ressources minières dont la Chine ne dispose pas sur son territoire et à s'aménager des voies commerciales de distribution de ses propres produits en Afrique. Et ça, c'est pas du tout l'industrialisation africaine. Alors, il y aurait, à mon avis, une réflexion que vous pouvez faire mieux que moi sur les relations qu'entretient évidemment l'île Maurice avec l'Inde et sur la manière dont l'Inde peut participer ou non à une industrialisation et une relocalisation des entreprises mauriciennes. Mais peut-être que la réponse est non, et ça, vous la possédez mieux que moi, sur cette question, de la même manière que je ne crois pas, à mon avis, pour ma part, à une industrialisation de l'Afrique grâce à la Chine. Vous voyez. Et puis il y a un deuxième aspect, et je vais m'arrêter là dans cet aspect de la réponse, qui est, une fois qu'on a dit tout ceci, pour qu'il y ait un plan d'industrialisation du continent, et donc aussi par exemple de Madagascar et de Maurice, qui soit successful dans les années qui viennent, il y a un enjeu éducatif majeur. Vous savez que l'éducation primaire en Afrique subsaharienne reste un échec majeur. La Banque mondiale a fini enfin par le reconnaître. C'est-à-dire qu'on a bien 80% d'une classe d'âge des enfants qui vont à l'école, mais 60% d'entre eux n'apprennent pas à lire et à écrire à l'école. Et donc, comment voulez-vous pouvoir envoyer à l'usine des jeunes Africains qui ne savent ni lire ni écrire? C'est un énorme enjeu. Malheureusement, une bonne partie d'entre eux sont une proie toute trouvée pour les groupes djihadistes du type Boko Haram qui sont en train de détruire la bande sahélienne et qui, une fois qu'ils auront détruit la bande sahélienne et qu'ils auront transformé le Sahel en un Afghanistan, vont malheureusement descendre du côté de l'Afrique noire. Ça me semble une évidence. Et donc, ce sont tous ces enjeux-là, à mon avis, qu'il faut avoir en tête. Vous voyez. Donc, à la fois, vous voyez, de mon point de vue, la conjoncture macroéconomique est extrêmement favorable et d'un autre point de vue, ça ne veut pas dire pour autant que l'Afrique, qui est le seul continent à avoir une véritable poussée démographique dans les années qui viennent, hein, vous connaissez les chiffres, plus 1 milliard d'Africains au moins en 2050, voire plus 1,5 milliard. Ça ne veut pas dire pour autant que l'Afrique sera la prochaine usine du monde. Tout ceci n'est pas gagné. Alors après, sur le deuxième aspect de votre question, quid de la taxe carbone? Vous savez peut-être que j'ai fait partie de la commission Stern-Stiglitz, qui a rendu son rapport en 2017 à la Banque mondiale et au gouvernement français, et qui a conclu qu'il faut absolument mettre en place une taxe carbone. Donc, mon point de vue est sans nuance sur cette question. Je ne crois pas du tout à un marché mondial des droits à polluer, comme mon collègue et ami Jean Tirole. Je crois beaucoup, en revanche, à une taxe carbone intelligente, et même, mieux que ça, à une taxe kilométrique. Une taxe kilométrique, vous taxez un produit à l'importation en fonction du nombre de kilomètres qu'il a parcouru entre son lieu initial de production et son lieu de consommation finale. Là-dedans, évidemment, vous allez capturer notamment la quantité de carbone qu'il a émise parce qu'elle est étroitement dépendante de la distance parcourue. Mais vous allez faire plus que ça. Vous allez valoriser les circuits courts, la région, la sous-région, par rapport à des importations qui viendraient de très loin,
parce qu'elles ont traversé 3 fois la planète avant d'arriver chez vous. Oui. Donc moi, je crois beaucoup à ce type de mise en place fiscale. Alors après, pour nous faire peur un tout petit peu une seconde, et je vais m'arrêter là, les chiffres qui ont été avancés par la commission Stern-Stiglitz sont assez effrayants. Hein. C'est du 300 $ la tonne en 2030. Donc on en est très très loin. Et évidemment, si on mettait ça en place demain au niveau international, ça aurait un impact colossal sur un certain nombre d'économies, au premier rang desquelles, par exemple, votre voisine, l'Afrique du Sud. Mais je continue de penser que c'est un outil indispensable si on va avoir quelque chance de ne pas s'envoler trop vite vers les plus 4, plus 5, plus 6 degrés d'augmentation de la température à la surface de la planète à la fin du siècle. Voilà. Merci beaucoup.